Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast officiel des Cahiers du Catch. Aujourd'hui, on va parler du dernier pay-per-view de la WWE, Extreme Rules. Ça se passait le 4 juin 2017 à Baltimore, dans le Maryland. Avec moi, aujourd'hui, pour nous chroniquer tout ça, un homme qui est très extreme, l'inimitable Raphaël. Comment vas-tu, Raphaël? Eh bien, je vais bien, Ringside, et toi-même, qui a parfois ton petit côté no disqualification man. Comment vas-tu? Écoute, ça va, c'est la pêche, il fait Parfait. chaud, des fois il pleut, Mhm. on est un peu des conditions extrêmes, effectivement. Voilà. Voilà, donc on va s'attaquer à ce pay-per-view que personne n'attendait, avec une carte un peu en demi-teinte. Oui. On va voir s'ils ont relevé le défi, si ça a frappé fort ou si ça a frappé mollement. On va aller sur le kick-off. Il y avait qu'un match en kick-off pour le show. C'est le petit luchador Kalisto qui affronte Apollo Crews accompagné de Titus O'Neil, donc la Titus Brand. Un match de 9 minutes 40 où Kalisto et Apollo Crews se donnent à cœur joie. C'est un vrai match quasiment de cruiserweight. Ça voltige dans tous les sens. Il y a notamment un joli moment à l'extérieur du ring où Kalisto se fait toper par un kick à la volée d'Apollo Crews, assez spectaculaire. Apollo Crews qui domine quand même assez le match malgré quelques belles réponses de Kalisto. Il arrive à placer son standing moonsault sur le pauvre Kalisto. Mais Kalisto se relève au compte de 2. Apollo Crews est un peu désemparé. Il essaye de trouver des conseils auprès de Titus O'Neil. Mais Titus O'Neil n'arrive pas à trouver les bons mots. Apollo Crews est perturbé, perplexe et se fait prendre dans le Solida del Sol de Kalisto qui prend appui sur Titus qui était au bord du ring. Victoire de Kalisto, parce que Apollo Crews ne se relèvera pas. Match de 9 minutes 40. Kick-off qui a bien mis le feu au public. Le public de Baltimore était vraiment visiblement passionné par ce match qui payait pas de mine comme ça sur le papier. Qu'est-ce que tu en as pensé, Raphaël? Alors, si je suis obligé de dire la vérité, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de visionner ce kick-off. Ah, Oui. bon sang. Et malheureusement, à t'entendre, eh bien, j'ai l'impression d'avoir loupé le kick-off de l'année. Alors, eh bien, j'essaierai de visionner. En tout cas, sur le principe, écoute, la feud entre ces trois personnes me semble assez intéressante. Je trouve surtout que le grand dadé de Titus O'Neil a trouvé un rôle qui lui va bien. Donc, j'essaierai de visionner ça. Mais voilà, je suis un mauvais chroniqueur. J'ai failli à ma mission. J'ai pas tout visionné, je l'avoue. Fouettez-moi. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, bah on va te virer, hein, je vais continuer tout Ah, seul. ok. Euh, Alors, non, bah écoute, du coup, hein, pour faire simple, hein, effectivement, c'était surprenant. On s'attendait pas à une telle qualité au niveau du match. Hein. Ça allait à 100 à l'heure et ça a vraiment embarqué le public. Ça fonctionne bien, cette petite rivalité là, entre Kalisto et la Titus Brand. L'association Cruz, alors bon, on espérait mieux pour Apollo Crews, mais c'est déjà bien. Il a du temps d'antenne, voilà, il passe dans le pay-per-view. Ah, c'est, Il y a oui. quelque chose qui se construit. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'au final, on risque de se retrouver tout simplement avec un affrontement Titus O'Neil Apollo Crews. Hein, si c'est ça le final de la storyline, c'est un peu tristouné, c'est un peu vain, mais bon, en tout cas, là pour le coup, c'était vraiment un kick-off efficace parce que ça a vraiment mis le feu au public. Et puis c'était très intéressant pour lancer le show, je pense. Avec un Apollo Crews qui a pu dérouler un petit peu plus qu'à l'accoutumée, et Kalisto qui était aussi pas mal. Voilà, on voit que c'est quand même deux mecs qui ont du talent. Et Titus, voilà, bien à sa place dans son petit côté comédie wrestling. Mm. Donc on va voir, on verra la suite à Raw. Voilà, alors, on va rentrer dans le vif du sujet du coup, Ah, ça, j'ai avec vu. l'opener. Ça, tu as vu, Oui, hein, le championnat intercontinental, j'ai vu. The Miz, The Miz accompagné de la belle Maryse, affronte ce soir Dean Ambrose, le champion en titre. Et on vous rappelle que la stipulation, si Dean Ambrose se fait disqualifier, il perdra le titre. Donc un match long où les deux déroulent leur catch habituel, leur prise fétiche. Le Miz qui fait son déroulé à l'aide Daniel Bryan, Ambrose qui fait sa descente du coup de la troisième corde.
Ambrose va assez rapidement péter les plombs, chercher une chaise pour taper sur le Miz, mais bon, ça n'entraînera pas de disqualification parce qu'il ne pourra pas vraiment l'utiliser. Le Miz va tenter un peu toutes les filouteries, les coups à notre ami, comment il s'appelle, Eddie Guerrero, pour essayer de faire croire dans le dos de l'arbitre qu'il s'est fait taper dessus, mais finalement, c'est pas le cas, ça suffit pas. On va jusqu'au bout quand même. On va quand même y aller à l'affrontement, hein, ça va se rendre coup pour coup. Jusqu'à ce que Maryse gifle le Miz devant l'arbitre. Mais l'arbitre n'est pas dupe. Il expulse Maryse de l'arena. Donc là, on se retrouve plus qu'avec le Miz et Dean Ambrose face à face. Et ce qui va se passer, c'est qu'encore une fois, le Miz va tenter la filouterie puisqu'il va envoyer Dean Ambrose sur l'arbitre. L'arbitre va croire que c'est Dean Ambrose qui l'a bousculé. Il va partir pour disqualifier Dean Ambrose, mais Dean Ambrose supplie l'arbitre et il ne voit pas arriver dans son dos le Miz qui lui place son Skull Crushing Finale. Dean Ambrose ne se relèvera pas. C'est la victoire du coup du Miz qui gagne clean après un match où vraiment ils ont chacun déroulé tout ce qu'ils avaient à donner. Qu'est-ce que tu as pensé de ce championnat intercontinental? Eh bien, je vais le dire honnêtement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super bien. La stipulation, on en avait parlé, une sorte de no Extreme Rules dans un pay-per-view Extreme Rules, mais du coup, ça donnait une situation. J'ai trouvé ça super bien écrit tout du long, c'est-à-dire que Dean Ambrose, il a paru vraiment très très handicapé par cette stipu. Il faisait vraiment gaffe. On avait l'impression qu'il avait vraiment la peur au ventre, qu'il avait vraiment peur de faire une connerie. Comme c'est pas trop dans sa nature de faire attention, il a été assez désemparé, donc il a beaucoup subi. Moi, j'ai été impressionné que le Miz passe à un moment là ses 3 dropkicks plus sa Miz line d'affilée. Le Miz a paru très fort. Et donc tout le match qui a été assez long, a été ponctué de petites tentatives du Miz de faire des filouteries, mais c'était pas non plus tout le match. Il y a eu quand même beaucoup de catch. Bon, la gifle de Maryse, moi j'avoue que si elle avait pas eu lieu, ça aurait presque été décevant parce que c'était tellement attendu qu'il tente ce coup-là, l'auto-disqualification. Et c'était un vrai bon match, c'était vraiment sympa. Ils ont joué à fond la stipu. Bon, le final est un peu bizarre parce qu'au final, l'arbitre s'en va pour disqualifier. Enfin, on sait pas trop. On dirait qu'il va demander au mec de la cloche ou quoi. Et puis finalement, il revient puisqu'il y a un tombé à faire. Je pense que ça aura des suites bien évidemment. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le match, le déroulé, l'histoire. Et puis, le Miz, il est capable de gagner contre tout le monde presque. Il arrive à avoir toujours la situation à son avantage. Il est à nouveau champion intercontinental et moi, ça me ravit tout à fait. Et j'ai trouvé Dean Ambrose dans une de ses meilleures performances ces derniers mois. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi je suis enthousiaste. Ok, ouais, je suis moins enthousiaste. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'éloges pour ce match. J'ai trouvé ça moi un peu long. J'aurais aimé qu'ils sortent des trucs un peu différents de leur arsenal habituel. J'ai trouvé que le Dean Ambrose qui va chercher tout de suite une chaise pour taper sur le Miz, c'était un petit peu surscénarisé, mais c'était de toute façon le risque avec ce type de stipulation. Pour le reste, voilà, il n'y a rien de. Je vais pas non plus dire que c'était un mauvais match, hein. C'était quand même très, très bien exécuté. Les deux ont sorti plutôt quelque chose de sympa. Maintenant, j'aurais aimé que ça aille un peu plus vite. Dean Ambrose, il nous a habitués à Raw à être super explosif là sur les dernières semaines. Ça m'aurait bien plu de le voir un peu plus mener la danse. Ça, c'est plus le Miz qui a donné le rythme. Maintenant, bon, je pense que la mission elle est réussie pour ce championnat intercontinental. Le Miz qui est décidément aimanté au titre intercontinental. 7ème titre alors pour lui, hein. Il est plus qu'à Plus qu'à 7ème ou 8ème. Plus qu'à 2 alors, ou plus qu'à 1 du record de Jericho. Plus qu'à 1, je crois, de Jericho, ouais. Ah, ça serait beau que la dernière feud de Jericho soit pour la 10e contre le Miz. Là, ça serait une belle feud. Ah ouais, on serait pas mal là, hein, ouais. Et je trouve le Miz commence à gratter pas mal de pop, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Oui, ça par contre, effectivement, c'est un peu dérangeant de voir la moitié du public être derrière le Miz parce qu'il n'y a vraiment pas de raison d'être derrière le Miz. C'est quand même
le pire des salauds, il a quand même une stipulation bien pourrie dans le match. Il triche tout le temps et t'as quand même une partie du public qui est derrière lui. Ouais, mais ça fait un an qu'il est Ou bon. alors Hein. c'est une partie du public qui est contre Dean Ambrose, mais en tout cas c'est quand même difficile de jouer avec ce public-là de la WWE qui veut jamais jouer dans les règles. Hein. C'est clair. Extreme Rules. Mais au moins Extreme Rules, mais au moins au moins il y a eu des réactions et voilà, on a eu un bon opener. On va enchaîner sur la suite. Rich Swann, Sasha Banks, ensemble, duo de choc, duo de charme, affrontent Noam Dar et Alicia Fox dans un mixed match, ou je sais pas comment on dit ça. Donc, il n'y a rien en jeu, à part l'honneur de Sasha Banks. On a d'un côté Rich Swann et Noam Dar qui s'affrontent. Donc eux ils nous font aussi un bon déroulé. Hein. Rich Swann il est à domicile parce qu'il est de Baltimore je crois. Grosse pop auprès du public. Ça déroule bien. Ils peuvent sortir leur catch avec Noam Dar de cruiserweight explosif avec ça virevolte aussi dans tous les sens. Des kicks à gogo. De l'autre côté Sasha Banks, Alicia Fox ça se crêpe un peu plus le chignon. On est moins dans le catch technique. Sasha Banks va réussir à porter à un moment donné sa descente des genoux sur Noam Dar, quand même, pour le fun. Et au bout de 6 minutes 20 de match, on termine sur une victoire des gentils. Rich Swann qui arrive à porter son Phoenix Splash sur Noam Dar pour la victoire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce coup de pub pour 205 Live, mon bon Raphaël? Bon, écoute, c'est vrai que si c'est ça qui occupe Sasha Banks, à Raw, je trouvais ça pourri, les interactions. Là, ça donne un match correct. Après, on pourra toujours dire, c'est pas du niveau d'un pay-per-view, mais il y a toujours dans un pay-per-view un moment qui fait un peu plus weekly, parce que voilà, il peut y avoir que du main event en pay-per-view. Moi, j'ai trouvé ça pas trop mal. Sacha est effectivement, c'est pas trop fatigué, je pense, sur ce match. Elle a pas fait énormément de prises. Écoute, c'est comme ça, hein, elle ne se fatigue pas trop, elle reste assez populaire, c'est pas trop mal comme ça, elle se sort elle-même des histoires des filles, elle pourra y réintégrer assez vite. Et puis j'ai bien aimé le fait qu'elle saute sur Noam Dar pour lui faire une petite descente des genoux, comme tu disais. Donc c'était pas un moment, c'était pas un supplice, c'était pas passionnant, mais ça va. Je sais pas si tu as la même opinion que moi. Voilà, moi je suis d'accord pour dire que ça n'avait pas sa place dans un pay-per-view. Ah oui. Bon, c'était sympa de voir Rich Swann, j'ai vraiment du mal avec son nom, être populaire à domicile. Voilà, les gens avaient quand même l'air de s'intéresser, donc ça a fonctionné un minimum. Ils n'ont pas fait un match totalement dégueulasse. Il n'y a pas grand chose à tirer d'Alicia Fox, hein. Je crois que ça va être définitif, parce que là on a bien vu qu'elles ont pas, elles ont rien tenté de spécial. Ça fait 3 ans. Ont pu briller un petit peu plus. Ça Voilà. fait plus de 3 ans qu'on dit que c'est définitif et qu'on peut rien en tirer, mais bon. Va falloir se faire une raison. Mais je lis encore des gens qui sont là. Il faut pusher Alicia Fox. Elle a beaucoup de talent. Oui. Bon, ça reste encore à démontrer. Voilà, non, tout ça est complètement anecdotique. Voilà, Sasha Banks qui a ramené un peu à 205 Live pour essayer de booster un peu le show. Mais ça, je sais pas si ça va vraiment avoir d'effet. Moi, j'espère quand même qu'on va la revoir dans quelque chose d'un peu plus sérieux. Oui. Déjà parce qu'elle sait pas danser. Et puis de deux parce qu'il faut quand même relever un petit peu cette division féminine. Division féminine dans laquelle on va rester avec le championnat. Ah bien. Le championnat Bon enchaînement. Women's Championship. Exactement. Donc Alexa Bliss, la championne, affronte Bayley. Kendo stick on a pole match. C'est-à-dire que vous avez un kendo stick, un bâton de kendo qui est accroché en haut d'un mât. Une des deux, si elle réussit à décrocher le kendo stick, elle a le droit de taper sur son adversaire avec. On avait eu un segment affreux, This Is Your Life, présenté par Alexa Bliss sur la vie de Bayley, qui a fait couler beaucoup d'encre et pianoter à fond sur internet. Et donc on attendait ce match un petit peu à reculons, on va dire. Donc c'est assez bref, ça va durer 5 minutes 10. Ça se fout un peu sur la gueule. On monte assez rapidement au poteau. C'est Bayley qui arrive plus ou moins à décrocher le kendo stick en se cassant la gueule à moitié.
Elle se relève, elle va avoir le kendo stick, elle va mettre quelques coups à Alexa Bliss, mais qui va réussir à reprendre l'avantage pardon, avec un takedown. Et à partir de là, c'est Bayley qui se fait démonter. Et tout ça se termine assez rapidement avec un DDT d'Alexa Bliss. Victoire éclair d'Alexa Bliss, la championne. Bayley est rétamée. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, toi qui es un fan inconditionnel d'Alexa Bliss? Ah bah oui, bah elle a été excellente, bien sûr, elle a fait exactement ce qu'elle devait faire. Non, bah honnêtement, c'était pas un match fou parce que la stipulation est pourrie, mais c'était évident. Déjà, il y a un kendo stick on the pole, mais on sait pas trop les règles, c'est-à-dire que celle qui la décroche peut l'utiliser, mais du coup, si l'autre la lui pique, comme ça a été le cas, elle peut quand même l'utiliser. Donc au pire, Mm. voilà. Rien nous dit que qu'est-ce qui se passe s'il y en a une qui descend du ring et qui va chercher un kendo stick ou une chaise ou un truc en dessous. Est-ce que c'est interdit ou pas? On sait pas. Donc en fait Mm. c'est extrême sans l'être. Bon, moi je trouve qu'ils ont fait le bon choix. J'avais pas envie de voir Bailey se surpasser et devenir finalement extreme. J'avais envie de voir Alexa Bliss montrer qu'elle était plus vicieuse, plus agressive, plus méchante, plus tordue, et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression que Bailey, ça se passe moyen, hein. Elle plaît beaucoup aux enfants, mais elle est un peu ouais, Alexa Bliss, elle marche pas mal auprès du public, on va dire plus averti. Et Ouais. Bailey, ils ont un peu salopé son personnage depuis qu'elle est à Raw, parce qu'à NXT, on s'y est attaché parce qu'elle a passé des mois à galérer et à avoir vraiment un personnage d'underdog, alors qu'à Raw, depuis qu'elle est là, elle est tout le temps main event, donc ça marche moins bien. Ça colle moins bien avec son histoire. C'est comme si Sami Zayn avait été champion du monde dès le début. Il y a un truc qui Mm. marche pas avec Bailey. Et donc, à mon avis, pour les semaines à venir, la WWE va plus capitaliser dans Alexa Bliss et ils ont fait le bon choix ce soir. Bon, là, j'analyse beaucoup parce que sur le match, ouais, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Et les coups de kendo stick, t'en vois un, c'est Mm. bon, tu les as tous vus. C'est ça. Elle les vend bien, Bailey, mais ça suffit pas à faire un match, on va dire. Ouais, Bailey, on a entendu des huées hein, ce soir quand même, quand ils ont annoncé son nom dans les petits segments qui précédaient. On sent qu'Alexa Bliss elle est quand même bien populaire au niveau des mâles hein, de l'arena. Je pense que c'est le quart d'heure de papa un petit peu hein, quand Alexa Bliss arrive. Voilà, donc bah, Bailey, booking de merde hein, depuis un bon moment. Là, ils ont bien mis bien bas. Je sais pas trop comment ils vont pouvoir sauver le coup, mais on sent qu'effectivement là c'est l'heure d'Alexa Bliss et que en même temps elle joue son personnage à fond. Quand il faut assurer, elle assure, donc elle mérite aussi son spotlight. Clairement. Même si Bailey, on sait que dans le ring ça peut être quelque chose de formidable, mais Alexa Bliss elle laisse pas passer sa chance. Donc du coup, bah, ce qui serait bien, c'est qu'ils musclent carrément leur jeu là au niveau des intrigues au niveau des filles, parce que Tu veux dire c'est quand que, même on ouais, aura des pâquerettes. Bailey est la Robert Pires de la division féminine. C'est un peu ça. Alors je connais pas le football, mais Ah, bon. je te fais confiance. Un muscle ton Mais jeu, Robert. Les fans ah oui, comprendront. d'accord. Ok, Mais ok. ouais. Mais bon bah écoute, on va Mais regarder Raw en tout cas pour voir what's next for Alexa Bliss parce que là bon bah Bailey on l'a perdu 2 fois, c'est maintenant passe ton ouais, tour quoi. c'est ça. Bon après on sent que la division féminine c'est un peu ça vise un peu les enfants, hein, donc on verra bien pour la suite. Il y aura peut-être un retour en force de Bailey. Ça, on le verra à Raw dans les semaines qui viennent. On vous en reparlera dans notre Ketchup Pro. Voilà. On va passer aux choses sérieuses. Les tag teams. Cesaro et Sheamus affrontent les champions, les Hardy Boys, Matt Hardy, Jeff Hardy, dans un match en cage décidé par les frères Hardy hein, lors d'un Raw précédent, suite à une victoire de Matt Hardy, je crois, contre Sheamus. Donc, un match de 15 minutes, tout rond, où les Hardy dominent assez rapidement le match face à Cesaro et Sheamus. Ça utilise les cages dans tous les sens. On se frappe dans les grilles, on fait des drop kicks, tout ce que vous voulez pour faire mal aux deux Européens. Ça va souvent être la course pour essayer de passer par-dessus la cage, hein, pour sortir de la cage, mais souvent c'est Cesaro qui arrive à empêcher un des frères Hardy de monter. Mais au final, le satané Jeff Hardy réussit à s'échapper après
un espèce de bras de fer avec Cesaro. Donc là, il reste plus que Matt Hardy face à Cesaro et Sheamus. C'est très difficile pour le pauvre Matt Hardy qui va se manger un double crucifix. On va lui faire un white noise du haut du coin du ring. C'en est trop pour Jeff Hardy qui va revenir dans la cage. Il va regrimper dans la cage, faire son Whisper in the Wind depuis le haut de la cage. Et à partir de là, le match va repartir de plus belle. Mais au final, malgré tous les efforts, une course va se faire. D'un côté, Cesaro et Sheamus qui vont grimper la cage. De l'autre côté, Matt Hardy qui va essayer de sortir Jeff Hardy, de le traîner. Un Jeff Hardy assommé pour sortir par la porte. Cesaro et Sheamus sont légèrement plus rapides. Ils arrivent à sortir, les pieds au sol. Et c'est finalement la victoire de Sheamus et Cesaro. Au bout d'un affrontement extrêmement violent, on s'est mangé la porte aussi dans la tête d'un côté, là, au niveau des Européens. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Raphaël? Là encore, la stipulation n'aidait pas à me faire rentrer dans la rencontre. Alors déjà, les steel cage match, j'ai toujours un peu de mal. En plus, en tag team, donc je crois que ça n'a pas été vraiment très clair pour tout le public, parce qu'il faut que les deux sortent du ring. Avoir l'explosion de joie qu'il y a eu auprès des enfants quand Jeff Hardy a touché le sol, je pense qu'ils pensaient que c'était déjà fini. Ensuite, Jeff Hardy est rentré et re-rentré, donc comme tu l'as dit. Et là, Michael Cole et les autres ont dit clairement, maintenant c'est reset, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils ressortent tous les deux. Donc ok, bon, pourquoi pas. Admettons. Ouais, admettons, bon, c'est le bordel. En plus, moi, les steel cage, j'ai vraiment du mal parce que je trouve que, oui, c'est normal, c'est comme ça, mais t'as toujours l'impression qu'ils pourraient tous sortir 10 fois. Surtout, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils essayent tous de grimper cette putain de cage qui fait 4 mètres de haut alors qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir sur commande et je comprends pas pourquoi 10 fois dans le match, je me suis dit, putain, mais allez à la porte. Donc, mais après, c'était un match un peu bizarre, comme tu l'as dit, violent mais bizarre. Ça ressemblait un peu à ce que j'ai vu vaguement des Hardy à la fin de leur passage à la TNA, c'est-à-dire que ça fait très confus. Il y a eu l'impression d'avoir eu des petits ratés. En même temps, il y a eu des spots spectaculaires parce qu'ils sont bons quand même encore pour faire ça, les Hardy. Ça donne pas l'impression d'un mauvais match et surtout, moi, ce qui me plaît, c'est la fin parce que ça ouvre beaucoup de possibilités de voir Cesaro et Sheamus redevenir champions. Déjà pour eux, c'est vachement bien. On dit souvent que les deux sont un peu sous-estimés à la WWE, donc ils deviennent double tag team champion, c'est pas mal. Ils battent les Hardy dans un match extrême, c'est pas mal. Et comme tu l'as dit, Matt a dû tirer Jeff, donc ça peut laisser sous-entendre. J'ai pas encore visionné Raw, mais peut-être qu'il va y avoir de la tension dans l'air chez les frères. Donc je trouve que la surprise de la victoire des Européens sauve un peu une rencontre qui était moyenne. Ouais, je te suis sur tout ça, effectivement. Les Hardy qui sont des spécialistes de ces matchs en cage. Cesaro et Sheamus qui sont quand même à un niveau physique largement supérieur, donc il y a toujours ce petit problème de crédibilité où il faut quand même croire que les Hardy arrivent à tenir tête aux deux monstres là, Sheamus et Cesaro. J'aurais bien aimé voir Matt Hardy se faire détruire un peu plus une fois qu'il était tout seul. Même il a bien mangé, hein, mais on aurait pu s'orienter effectivement du coup vers un broken mat parce qu'il aurait subi voilà trop d'acharnement des deux Européens là pendant la fin du match alors que Jeff Hardy était à l'extérieur. J'ai vraiment eu du mal avec le fait que Jeff Hardy rentre dans la cage et que à partir de là ce soit reset, ça me et par l'escalier et par la cage en plus, ouais. Il aurait pu passer par la porte. Ouais, voilà. Bon, je sais pas si c'est loupé quand il est tombé, qu'il est sorti ou si ça a vraiment été écrit comme ça là-bas, mais ça m'a un peu sorti du match. Maintenant, la victoire de Cesaro chez Sheamus, c'est le bon côté de l'histoire. C'est bien que ça se termine comme ça. Il faut que ce soit Cesaro et Sheamus les champions. Et puis on va voir ce que ça va donner dans les semaines suivantes. Voilà, c'est pas un match phénoménal, mais bon, ça fait le job. Moi, je suis quand même pas satisfait de cette histoire de Jeff Hardy qui sort et qui rentre dedans. Là, je trouve que ça tient pas la route. Mais bon, voilà, ils ont fait leur match extrême. Ouais.
c'est un peu le cas, voilà, on est dans ces pay-per-view là avec des clauses imposées là qui arrivent toujours à la même période de l'année. Pas forcément là où il faut dans les rivalités, donc du coup, bah, voilà, parfois ça donne des trucs un peu qui sont surscénarisés comme on a là. Je suis Alors on va d'accord. avancer, voilà, bah, exact. On va avancer. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Un nouveau championnat, le championnat des cruiserweight, qui est bien haut dans la carte pour ce pay-per-view. Le roi Neville affronte Austin Harris. Le roi Neville qui défend son titre de champion cruiserweight, qui détient depuis un bon moment maintenant. Donc c'est un submission match, un match de soumission. Donc 17 minutes 35 pardon, de match. Match acharné entre un Austin Harris qui arrive quand même blessé au genou. Donc Neville va pas mal travailler le genou pour affaiblir ce bon vieux Harris. Austin Harris qui est vraiment déterminé, qui déroule tout son arsenal, des claques dans les oreilles, là, des dropkicks, des dives, en veux-tu, en voilà. Il va aussi travailler le Neville à coup de corkscrew. En veux-tu, en voilà, histoire de aussi de bien l'affaiblir au niveau des genoux. Ça va se fighter sévère jusqu'à ce que Austin Harris arrive à placer son last chancery sur Neville, qui va réussir à s'échapper en glissant à l'extérieur du ring, mais Austin Harris ne le lâche pas. Il porte la prise de soumission carrément à l'extérieur du ring. Neville est obligé de taper, mais l'arbitre vient annoncer que c'est pas possible, on peut pas gagner à l'extérieur du ring, c'est pas un false count anywhere match. Euh, donc, euh, donc, eh bien, il faut remonter dans le ring, même si Neville a tapé. Et alors là, à partir de là, c'est Neville qui va réussir à reprendre le dessus jusqu'à se placer son Phoenix Splash et enchaîner sur ses anneaux de Saturne. Sa prise de soumission. Austin Harris ne pourra pas s'en remettre. Il se sera mangé avant une esquive sur un dive où il va s'écraser au sol. C'est là-dessus que va capitaliser Neville. Et donc il aura plus rien pour résister quand Neville va porter sa prise. Austin Harris est obligé de taper assez rapidement. Victoire de Neville après un match endiablé. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, mon bon Raphaël? Ah, c'était comme tu l'as dit, un match acharné. C'était pas du tout un match de cruiserweight, j'ai trouvé. Bah, pas à peu de choses près, bien sûr, mais c'était un vrai match, un match qui aurait pu presque avoir sa place assez haut sur une carte. Moi, j'étais assez impressionné. C'était, ouais, ça puait la violence. Je crois qu'ils ont Hmm. trouvé exactement la bonne place à Neville, et ça, c'est quelque chose de très important dans le catch. On le dit assez, hein. Trouver le bon personnage. Le Miz, il a son bon personnage, c'est pour ça qu'il est génial. Apollo Crews, il en a pas, c'est pour ça qu'il rame. Et Neville, quand ils l'ont fait passer un peu pour un petit héros costaud, là, sympathique, alors qu'il est pas très beau et tout ça, c'était pas terrible. Là, il joue à fond le méchant, le salaud, et il est excellent. Austin Harris est vraiment pas mal aussi. J'ai pas vraiment trouvé que c'était un beau match dans le sens spectaculaire, mais c'était un match prenant. Émotionnellement, c'était violent. Il donnait l'impression de se détester, de tout donner. Et cette fin est géniale. Le Austin Harris là qui se fait prendre dans les anneaux de Saturne après avoir subi le finisher. Ça y est, le nom m'échappe. Comment tu dis déjà? Le Red Arrow. Euh, Ouais, voilà. voilà. Après avoir pris le Red Arrow, waouh, et Austin Harris qui hurle de douleur et qui tape, vraiment, il en peut plus quoi. C'est un match où ils sont allés au bout de leur énergie, et le vainqueur final est aussi intéressant parce que ça fait 3 fois, et là, bah, je pense que la menace Harris est effacée, et donc la WWE donne vraiment Neville très très haut. Et je suis assez content, j'ai bien aimé cette rencontre, en tout cas la fin et l'issue. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, toi, si t'es aussi bon, je suis pas, c'est pas un match 5 étoiles, hein, mais je trouve que c'était vraiment intéressant. Ah ouais, non, ils ont fait le taf. Clairement, voilà, on sait le talent de Neville, on sait le talent de Sid Harris. Là, on l'a vu. Ils n'ont pas eu trop l'occasion de ça de briller. Là, ce soir, ils ont vraiment pu dérouler ce qu'ils savent faire. On voit qu'il y a de la psychologie aussi dans leur manière de catcher. Austin Harris, c'est quand même un main eventer en puissance, même s'il est
Et Neville aussi, même si c'est dommage parce que maintenant, comme il y a ce gabarit 205 Live, ils sont obligés de rester autour de cette ceinture Cruiserweight, mais c'est des mecs qui auraient carrément leur place en main event. Là, ça s'est vu, ils savent construire un combat, ils sont excellents dans leur personnage. Neville, il fait vraiment peur là dans son personnage de roi Neville, là, avec son faciès complètement dans le noir, ses yeux dans le noir, là. Et Il peut voilà, baver, ouais. et Austin Harris, c'est aussi un mec qui a du charisme comme il faut, qui est bondissant dans le ring. Voilà, il fallait que Neville gagne quelque part, c'est logique. Voilà, pour l'imposer encore un peu plus, le monstre Neville. Austin Harris, il se sera bien battu. De toute façon, Austin Harris, c'est plus un heel dans l'âme aussi, donc il y a de fortes chances qu'il fasse un turn, je pense, dans les semaines qui viennent. J'espère qu'on va avoir Gargano qui va monter à Monday Nitro pour avoir un Neville Gargano, ça me fait saliver. Mais ce soir, c'était assez un match exceptionnel. Voilà, on voit là qu'on a du talent et quand c'est bien utilisé, ben, du coup, ça fait des trucs qui sont assez sympas. Je pense que c'est une meilleure pub pour 205 Live que de faire venir Sasha Banks, par exemple. Euh, mais, euh, mais voilà, plutôt satisfait de ce match, plutôt la bonne surprise, même si on savait qu'ils avaient le potentiel. Ça fait plaisir de voir qu'on l'a pas foutu en kick-off pour un match de 5 minutes et qu'on leur a donné au moins le temps tout le temps de briller pour ce soir-là. Et bah, du coup, on est hypé pour la suite de la carrière de Neville, voir qui sera la prochaine personne qui va essayer de se mettre sur son chemin. Euh, Hmm. Quel Quel fou va fou va oser. oser essayer de déboulonner Neville. Voilà, en tout cas, là, ils semblent inattaquables. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas réussi à placer un personnage comme ça, hein. Voilà, enchaînons. On arrive au main event. Donc, c'est le gros match de la soirée. Fatal 5-Way, Extreme Rules match. Pour déterminer l'aspirant numéro 1 pour le WWE Universal Championship, qui est détenu à l'heure actuelle par un certain Brock Lesnar. Alors, si vous vous souvenez plus de ce que c'est le WWE Universal Championship, c'est une ceinture rouge aux couleurs de la WWE. Les... Et si vous vous souvenez plus que c'est Brock Lesnar, c'est un espèce de gros mec avec plein de muscles, une coupe en brosse, et puis un gros mec qui le suit partout et qui s'appelle Paul Voilà, Heyman. c'est ça, il a un gros tatouage dans le dos en tête de monstre. On le verra peut-être Et, d'ici quelques et semaines. une épée sur le torse. Ouais. Exactement. Voilà, donc là on se dispute un peu le droit d'aller affronter ce Brock Lesnar. Les participants, Samoa Joe, Bray Wyatt, Seth Rollins, Roman Reigns et Finn Balor. Donc les plus gros, hein, les plus gros mastocs du roster. Difficile de déterminer un gagnant là-dedans. On va avoir une alliance qui va se former entre Samoa Joe et Bray Wyatt assez rapidement, ce qui va leur permettre de mettre hors circuit bah, à la fois Seth Rollins, Finn Balor également qui réussit à faire quelques belles prestations là, à coup de dropkick. Roman Reigns aussi hein, qui va être écrasé sur les escaliers de fer. Finn Balor va se manger des coups de chaise. Mais bon, l'association Samoa Joe Bray Wyatt, ça va finir par exploser. On va se mettre sur la gueule. On va avoir un excellent passage entre Roman Reigns et Finn Balor qui s'affrontent et Finn Balor qui va passer un coup de pied dans la face de Roman Reigns à l'extérieur du ring, là en courant sur le tablier du ring. Phénoménal. Et après, ça va partir en cacahuète. Samoa Joe qui porte un coquina clutch sur Finn Balor. Ils se font spirer par Roman Reigns et ils se font exploser dans la Timekeeper Arena. On va aussi avoir d'autres passages assez extrêmes. On se retrouve avec Seth Rollins contre Roman Reigns. Ça bastonne aussi à mort. Seth Rollins passe pas loin de la victoire avec son powerbomb dans le coin du ring. Bray Wyatt va traverser aussi la table des commentateurs pour bonne mesure. Il se prend un frog splash de Seth Rollins hein, depuis le coin du ring jusque sur la table des commentateurs. Au final, Seth Rollins va se faire court-circuiter.
On a Roman Reigns contre Finn Balor. Finn Balor réussit à prendre l'avantage avec un Sling Blade là, alors que Roman Reigns essaye de lui placer son spear. Et il va réussir à placer son coup de gras. Il va faire le tomber. Roman Reigns ne se relèvera pas. Mais ce n'est pas Finn Balor qui gagne, puisque Samoa Joe l'attrape, le passe dans le coquina clutch. Et Finn Balor s'évanouit. Victoire, croyez-le ou non, de Samoa Joe. C'est lui qui ira affronter Brock Lesnar. Victoire surprise après 29 minutes 15 de match, quasiment une demi-heure. Qu'est-ce que tu as pensé de cet énorme main event, Raphaël? Oui, le terme est bon, énorme. Alors ça, c'est un truc que la WWE ne rate jamais, je trouve. Dès qu'il y a beaucoup de monde sur le ring, hein, des Fatal 4-Way, des Fatal 5-Way, bon, c'est assez peu commun, mais quand même, bah oui, c'est facile, il y a plein d'interactions possibles, ça va à 100 à l'heure, les mecs ont le temps de se reposer, ça revient, ça alterne, ça s'allie. Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment là ces dernières semaines que Samoa Joe s'allie avec Bray Wyatt avant de se faire couillonner, donc il est pas très malin le Mm. Samoan, mais c'était quand même du très là pour le coup, oui, très bon main event d'un pay-per-view entre guillemets mineur. Ça envoyait du bois, le public était à fond. Roman Reigns a été beaucoup hué, Seth Rollins a été pas mal encouragé. Très très beau coup de pied de Finn Balor, effectivement, qui a explosé la lèvre et tout. Mm. Là, Roman Reigns, il crachait du sang, et ça c'est jubilatoire à voir, bien entendu, de voir Roman Reigns un petit peu. Cet homme est capable de saigner, mine de rien. C'est ça. Il faut un bon Finn Balor pour lui Ouais, casser la gueule. Un bon coup de pied dans la face. c'est ça. Et match donc était très bon, rien à redire, hein, t'as décrit un peu, mais c'est vrai qu'on peut pas décrire 30 minutes d'enchaînement comme ça à Mm. 5, donc je conseille à tout le monde quand même de le visionner. Mais là encore, pour moi, la grosse plus-value, c'est le final, parce que personne s'attendait à ce que Samoa Joe gagne, je pense. En tout cas, on verra au Mm. niveau des pronos, des cahiers du La catch, grosse cote, hein. c'était un peu grosse cote. Et en plus, gagner de cette façon, c'est-à-dire que dans un match où ils sont 5, il arrive à placer son coquina Mm. clutch, et c'est même pas l'autre qui abandonne, il le fait perdre connaissance. Donc là, en quelques minutes, alors qu'il était un peu anodin jusqu'à présent, euh, on replace Samoa Joe comme un putain de gros monstre. Et l'affiche contre Brock Lesnar fait saliver. En plus, on a l'impression que ça a fait un peu un heel contre heel, donc c'est bizarre. Bizarre, inattendu et très excitant, ma foi. Là, pour moi, je suis content de ma fin de pay-per-view. Je sais pas si toi aussi, mais Ouais, le ravi. main event était extrêmement solide. Quand j'ai vu la carte, au bout d'un moment, je me suis dit, on va réussir peut-être à avoir un match équivalent à ce qu'on a eu au Survivor Series l'année dernière. Et bah, ça n'a pas manqué, hein, ils ont fait quasiment pareil. C'était moins long parce qu'il faisait quasiment 1 heure le match du Survivor Series, mais on était dans le même genre de construction où vraiment tout le monde a pu briller à sa manière et c'était très très violent, très intense, plutôt bien scénarisé avec cette alliance Samoa Joe, Bray Wyatt. Et voilà, victoire à un cheveu de Finn Balor qui arrive quand même à quasiment faire le tomber sur Roman Reigns. Roman Reigns qui est très costaud, hein. Ça démarre le match, c'est assez drôle parce que les autres se tapent dessus et personne vient attaquer Reigns, qui regarde un peu à C'est droite à vrai. gauche là, en attendant qu'on vienne le chercher. Il l'a encore bien raconté. Voilà, Samoa Joe qui gagne. Alors ça c'est vraiment la surprise. Samoa Joe contre Brock Lesnar. Alors, est-ce que c'est pas un peu tôt cette affiche? Est-ce que Samoa Joe il est déjà assez dans le roster pour affronter Brock Lesnar? Je sais pas, mais ils ont le temps encore de construire derrière. Et puis il a la capacité de Joe, moi, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Non, Mm. gros main event qui sauve carrément le pay-per-view à mes yeux, hein, parce que bon, à part ça, tout le reste me paraît anecdotique. Voilà, on voit qu'on a des talents. Et quand on les laisse s'exprimer et qu'on book ça un petit peu intelligemment, bah, du coup ça donne un super spectacle. On voit qu'il y a du potentiel Mm. chez chacun d'entre eux, pardon. Euh, Ah, et chez et chez Samoa Joe. Samoa Joe, oui, bon ça, de toute façon, il était temps que ça brille, Oui. hein, de son côté. On l'a vu à NXT aussi. J'aurais bien aimé voir une rivalité avec Mm. Finn Balor comme ils ont eu à NXT. Mais bon, on l'a déjà eu finalement, donc autant qu'on passe à autre chose. Et effectivement, face à Brock Lesnar, c'est une putain d'affiche. On va voir ce que ça donne. Surtout que Samoa Joe, il est pas Mm. mauvais en promo, hein, donc ça peut donner un truc vraiment
Vraiment bien Ah, il intéressant est et très puis bon. original. Hein. Donc, parce que là, on a deux gros monstres qui vont s'affronter au final. Deux badass. Voilà, on est Ouais. vraiment loin de ce à quoi on pouvait s'attendre. Hein. C'est vraiment surprenant pour le coup. Mais surprenant dans le bon sens. Pas surprenant façon Jean normal, champion de WWE. Voilà. Voilà, ben, on a fait le tour de ce pay-per-view, donc c'est l'heure du mot de la fin. Une note, Alors, on n'a pas tout à fait le tour, mon grand. c'est-à-dire. Alors, autant j'ai oublié de regarder le pré-show, autant tu n'as pas cité le passage sur le ring d'un jeune guitariste Ah ouais, j'ai talentueux. zappé ça, effectivement. Eh Un oui, jeune Elias Elias Sanson, Sanson ouais. qui est venu chanter la sérénade. Ben voilà, il a chanté une chanson. Il a chanté une chanson très très virulente contre les gens de C'est ça. Baltimore et la ville de Baltimore, en gros, et il est reparti comme ça, sans Ni interaction ni rien, rien. voilà. Bon, C'était voilà. Il fallait le rappeler, c'était en milieu de show pour, je sais pas, le temps qu'ils installent la cage, peut-être, je sais plus trop avant Ouais. quel match, mais Ouais. Il y a eu beaucoup de trucs pour combler le temps. Hein. Il y a eu beaucoup de résumés des matchs, beaucoup de montage vidéo. un peu. C'était un peu loin à mon goût ça. Voilà, Mhm. donc effectivement le drifter qui était dans le coin. Voilà, bah donc le mot de la Mot de la fin. fin. Une note, un top, un flop. Un flop, un top, une note. Dis-nous tout, Raphaël. Ouais. Je vais mettre le flop aux frères Hardy, Ah, carrément. qui, pour le moment, ouais, Sans pitié. je leur mets mon flop. Pour eux et les bookers, alors ça va, à mon avis, ça va se décanter là. C'est la soirée qui va faire que ça va se décanter très vite. Mais c'est vrai que pour le moment, ils sont restés depuis 2 mois, quoi, depuis WrestleMania, à ronronner sur leur gimmick du passé, à faire aucune interaction, à faire des matchs moyens. Et là, c'était moyen. Enfin, c'est largement Sheamus et Cesaro qui ont porté tout le match, je trouve. Donc, je leur mets mon flop, oui. Parce que sinon, les autres trucs que j'ai trouvé pas terribles, comme le match entre les 205 et Sasha Mm. Banks et Alicia Fox, je m'attendais à ce que ça soit nul, donc je vais pas mettre mon flop à Alicia Fox, ça serait tiré sur une ambulance. Mm. Mais ça, les Hardy, ouais, je suis un peu déçu, mais j'attends que ça explose. Mon top, c'est pas un moment du show, mais je vais le mettre au résultat parce que j'ai trouvé que tous les choix étaient très bons, que ce soit le Miz qui gagne en utilisant fourbement une stipulation, que ce soit Alexa Bliss qui réussisse bien à prendre le dessus sur Bayley parce qu'elle est plus violente, que ce soit donc Cesaro et Sheamus, grande surprise positivement, Samoa Joe, grande surprise positivement aussi, très bonne idée. Et il m'en manque un, ah oui, bah, la victoire de Neville, incroyable ce final. Donc les fins de match m'ont permis de faire en sorte, m'ont permis de ressentir ce show comme un bon show. Et moi, je mets la note assez positive de 3,5 sur 5. Je trouve qu'il y a eu quand même de bons affrontements. Les cruiserweights, le titre intercontinental et pas le titre mondial, mais en tout cas le number one contender. Ça fait 3 grosses parties du show qui ont été très correctes pour ma part. Ok. Plutôt bien noté alors. Et toi? Bah écoute, moi le top, je vais le mettre au kick-off. Mais alors ça va pas te parler parce que tu l'as pas vu, mais j'étais Bah, c'est bien, on est voilà, complémentaires. agréablement surpris de Kalisto, Apollo Crews et Titus O'Neil qui ont mis le feu à la foule, je trouve. Donc ça c'est bien pour un kick-off, ils ont réussi le truc. Le flop, j'ai envie de le donner aux filles, mais j'ai aussi envie de le donner à tous ces montages vidéo là qui duraient des plombes. Hmm. Il fallait vraiment, ils auraient Ah, dû écourter ça là. Ils ont fait du moi remplissage. À mon avis, ils ont fait du remplissage et ça me plaît pas. un peu. Moi j'ai trouvé assez bon le clip sur le Miz au début, et sa promo et son clip sur le tout ce qu'il a fait pour le titre intercontinental, c'était assez Ouais, sympa. ça c'était bien, mais alors tout le reste pour moi c'était dispensable. C'était Oui. pas, voilà, toutes les rivalités méritaient pas non plus un segment vidéo comme ils ont fait là, à tout nous rabâcher. On sent que c'était pour combler du temps, parce que la carte elle était quand même super faible hein, au final. Hmm. Voilà, et si je dois mettre une note, je vais mettre 2,25 parce que il n'y a Oh. pas grand chose que j'ai aimé dans le show à part les deux matchs de fin.
Tout le reste, je me suis un peu sévèrement ennuyé. Voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas du tout un grand cru. Voilà, on est sauvé surtout par le main event. Neville Ostinari, c'était un bon match, mais ça fait la troisième fois qu'on le voit, donc ça fait un peu réchauffer. Cesaro et Sheamus, les Hardy Boys, bon, c'était pas mal, mais le fait que Jeff Hardy sorte et qu'il rentre dedans, ça m'a sorti du truc. Tout le reste, ça m'a pas emballé. Donc voilà, je suis assez sévère sur ce pay-per-view. Mais j'ai pas trop pris mon pied là-dessus. Voilà. D'accord. Ouais, intéressant, hein. On a deux avis différents. Moi, je t'avoue que post-WrestleMania, j'étais retombé dans une sorte de, pas de déprime, mais de recul vis-à-vis du produit, parce que les weekly m'intéressaient pas trop, et puis ce qui s'est passé à SmackDown, enfin ce qui se passe à SmackDown me dérange un peu. Là, ils m'ont un peu réveillé, ouais. Moi, c'est positif. Je vois que t'as pas Non, aussi moi je comprend, je mais suis plutôt au creux de la vague, on va dire. ça y C'est est, mon c'est ton tour de tour. rentrer en dépression. Mais bon, je ne doute pas que tout ça va rebondir assez décemment sous peu, surtout avec un Samoa Joe en lice pour le championnat. Voilà, donc tout ça, bah, on le verra cette semaine, hein, puisqu'on vous retrouve pour Catch Up Pro assez rapidement. C'est l'heure de l'auto-promo. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, la chaîne des Cahiers du Catch, sur iTunes, sur PodCloud, Catch-up CDC pour le Twitter, Catch-up CDC pour le Facebook, le site Les Cahiers du Catch si vous voulez venir sur le forum. Voilà, Raphaël, je te remercie beaucoup d'être venu chroniquer cet Extreme Rules. Mais ça m'a fait plaisir, hein. J'aurais été triste de te laisser seul dans ta petite déprime, hein. Je te mets un peu de positif et je suis aussi ravi d'être avec toi comme toujours. Je suis assez hypé pour le visionnage de Raw auquel je vais m'atteler. Voilà. Excellent. Écoute, ça fait plaisir que tu t'occupes de mon Mm. moral. Voilà, tu as une bien meilleure performance, toi, que tout ce pay-per-view là. Assez médiocre. Oh, c'est gentil. Voilà, bon bah les amis, c'est fini. On se retrouve très vite. N'oubliez pas, il y aura aussi le supplément SmackDown avec les amis Giscal et IRM. Et bah du coup, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.